Yann et Frank, pas de Yann, mais Yann va se joindre à nous autres dans les prochaines minutes, OK, en principe. Donc, si Yann se joint, on va l'embarquer tout de suite. Yann, pas Yann, mais Frank, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Yes, ça va très bien, vous autres? Good, très bien, très bien, très bien, très bien. Il y a du stock? Yes. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de nouvelles maintenant comparativement à avant? C'est-tu à cause de la bébite qu'on a créée, qui est, mettons, le genre de X? X est probablement la plus grande source de nouvelles à la plus grande vitesse. Tu sais, à un moment donné, on avait un journal le matin. On était jeunes, il y avait le journal le matin. À la radio, il y avait des nouvelles aux 15 minutes. Pas aux 15 minutes, aux 45 minutes, c'était des nouvelles réseau. À quart, c'était des nouvelles locales. Puis, il y avait le téléjournal à 6 h le soir, puis à 10 h, puis après ça, c'était fini. Là, il est arrivé les CNN de ce monde, il est arrivé les télévisions continues, après ça, les sites web de journaux qui étaient mis à jour au moment où la nouvelle arrive. Puis là arrive l'histoire de X puis des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a plus de nouvelles? Est-ce qu'il y a plus d'événements? Est-ce qu'il y a plus de spectacles? Ou c'est le fait qu'on est dans une bébite de même? Ouais. Je veux répondre avant Frank. Excuse-moi, Frank. Vas-y. Je vais te dire pourquoi. C'est quoi? Parce que les gouvernants sont de plus en plus caves. C'est pour ça qu'il y a une tonne de nouvelles. Parce que ceux qui nous gouvernent, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, moi, j'ai jamais vu une trolley de weirdo de même. J'ai jamais vu ça. Là. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas grillé, il faut se le dire. Là. Bon, est-ce qu'on l'a déjà été? Ça, c'est la question qu'on se pose. Là. Mais ça, au niveau... Mais t'as raison, parce que tu sais, des fois, on a l'impression que les gens du temps étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui, mais on ne les connaissait pas comme ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se déshabillent devant nous grâce justement à la machine de médias sociaux qu'on a et tous les nouveaux phénomènes. Donc, on a... Et c'est maintenant aussi les stars du moment. C'est-à-dire que dans le temps, c'était Jimmy Page, la star. C'était Freddie Mercury. C'était Bruce Springsteen. C'était tel acteur. C'était Rocky. Il y avait des vrais stars. Il y avait un star system. Là, aujourd'hui, le star system, c'est devenu c'est le système politique qui a pris la place de tous ces artistes-là, parce que là, maintenant, il y a tellement d'artistes qu'on n'est plus capable de s'accrocher à un. On ne connaît plus les acteurs parce qu'il y en a 5 millions. Il y a 5 millions de chanteurs et de chanteuses. On ne les connaît pas, à part Taylor Swift. Donc, c'est plus comme avant. Donc là, on s'est retourné vers la politique. La politique est devenue le nouveau star system comparativement aux années 70 et 80. Oui, et puis tu sais, la raison pour laquelle je pense ça un peu, c'est que si tu fais le parallèle avec les artistes, tu sais, les artistes du temps qu'on idolâtrait puis qu'on aimait, ben un jour, ils publient leur autobiographie ou quelqu'un publie une biographie sur eux autres, tu te rends compte, c'est des hosties de vidange, là, au final. Pour la plupart, là, des vies tout croches, des drogués, des alcooliques, des batteurs de femmes. Tu sais, je veux dire, pour beaucoup, c'était des gens avec une vie. Tu te dis, ouais, finalement, c'est vraiment une bonne idée que j'avais d'aimer cette personne-là. Ou, je veux dire, je sais pas comment le dire, mais tu te rends compte que tu as admiré des gens qu'en réalité, c'était des humains exécrables. Puis on pourrait donner une tonne d'exemples à ça, là, mais tout ce qui tourne, tout ce qui touche au milieu des artistes rock des années 60, 70, 80, tu lis leur biographie, tu te dis, mais mon Dieu, mais c'est épouvantable. C'est du monde qui avait aucun jugement, faisait n'importe quoi. Pour beaucoup d'entre eux, des têtes de linotte qui se faisaient arnaquer par tout le monde qui tournait autour d'eux autres. Tu te dis, c'est pas du monde, finalement. J'ai pas à envier ces gens-là, moralement et intellectuellement, pour la plupart. Mais on le faisait pareil. Fait que tu te dis, ben, tu sais, si j'avais pu connaître comment était, je sais pas moi, Mackenzie King, était-tu si cool que ça, ou mettons, je l'avais connu dans la vie privée, je me serais dit, quel tout croche. C'est ça qu'on sait pas, dans le fond, on le saura peut-être jamais. Fait que, les politiciens d'aujourd'hui sont-ils pires qu'avant? Ça, c'est l'éternelle question. On a l'impression que oui, là, quand tu compares avec tu te dis, il me semble que je regardais au panel de Patrice Roy, là, Jean Charest, là, tu compares ça avec Legault, tu te dis, Chris, on a dégringolé d'une coupe de marche juste depuis ce temps-là. Là. On a vraiment pris une drop. C'est pas le fun pour Legault, là. C'est pas un gros point positif pour Legault parce que Charest, déjà, on avait descendu une coupe de marche. Oui, mais même ça, là, faites le test. Ceux qui n'ont pas écouté l'entrevue, là, faites le test. Là, tu vois que le gars,
Il a de l'air au courant. Il sait qui est autour de la table avec Trump. Il connaît le nom des ministres. Il connaît les affaires. Il connaissait les enjeux. Il savait par cœur des affaires que tu dis, bon, un premier ministre, normalement, devrait savoir ça, devrait être à ce niveau-là. Puis comparer ça avec le point de presse avec l'autre. Là, tarif, c'est dangereux, là, tu sais, qui nous parle des attardés mentaux. Mais ça a été le début pareil. Charest était le début des politiciens qui ont peur des médias et des groupes de pression puis qui ont écrasé. Lui, c'est le symbole. C'est lui le début. Probablement beaucoup plus, tu as raison, là, beaucoup plus talentueux. Quoique c'est un gars frustré. C'est un gars qui voulait être premier ministre du Canada puis qui a fini premier ministre d'une petite province. Puis ça, il l'a jamais vraiment digéré. Mais c'est un gars qui a manqué de courage. Avec le talent qu'il avait puis le plan qu'il avait, 2 plans qu'il a moffés, là. La régénérie de l'État et le plan Nord. Oui. Le plan Nord, aujourd'hui, là, on a peut-être, comparativement à mettre de l'argent dans des calices de patentes de batterie, là, on aurait été beaucoup plus responsable de faire ça. Mais ça aussi, il n'a pas livré vraiment. T'sais, ils ont fait des grosses conférences avec des PDF et des patentes, des arbres de Noël pour impressionner tout le monde, la galerie. Mais finalement, ça n'a pas abouti nulle part, cette affaire-là. Donc, c'est un underachiever. Mais c'est vrai que quand tu l'écoutes puis tu compares aux gangs de... Tu sais, c'est parce que Legault, c'est un des plus mauvais, là. Tu sais, Legault, c'est épouvantable, là. Si tu l'entends parler. Ce gouvernement-là, je te dirais quasiment de A à Z, tu te dis, mais comment on a pu donner 90 députés à ce gouvernement de poids plume-là? C'est épouvantable. Tu sais. Ils désignent des projets de loi sur des coins de table. Tu te dis, tu sais, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention de Stéphane Bédard là, sur la loi que Dubé a déposée. Bédard, l'ancien du PQ, c'est le fils de Marc-André Bédard, ça? C'est le fils de Marc-André, ça. C'est le fils de Marc-André Bédard, c'est ça. Ben lui, ça a pris 5 minutes, ça y a pris 5 secondes. Il dit, écoutez, ça va être contestant en cause, cette affaire-là. Là. C'est illégal, ils n'ont pas pensé à rien de leur affaire. Tu dis, non, mais le gouvernement a des ressources à n'en plus finir, ils ont des juristes, ils ont accès à tout le monde. Ils peuvent pas être totons à ce point-là, dans le sens qu'ils ont une équipe jurée. Yann vient d'arriver, il fait signe que oui, mais moi, t'es là, Yann. En passant, t'es connecté. Yann est connecté. Ça l'enregistre. Oui. Oui. Ouais, c'est ça, avant que tu dises des affaires qu'il ne faut pas. Mais c'est avant que laisser Yann commenter là-dessus aussi, là, mais moi, j'ai de la misère à croire que des gens peuvent être totons à ce point-là. Ah, pas moi. Non, moi non plus. J'ai plus de misère avec ça. Là. Non, mais je le sais qu'ils sont pas wise. Hey, Chris, regarde le nombre de monde qui a applaudi cette décision-là. Là. Excuse-moi, le Québec mérite de faire faillite. Le Québec mérite d'être ramassé pour une scène. Chris, on fait tout ce qu'il faut pour disparaître. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus fondamental que de laisser le choix à des gens qui viennent d'investir du temps comme ça se peut pas pour être médecin. Puis effectivement, j'ai hâte de voir. Moi, je ne suis pas comme Stéphane Bédard. Je connais très bien Stéphane, c'est un ami de la famille, puis c'est un gars que je respecte beaucoup. Puis c'est un gars qui, écoute, Marc-André, je le connais très bien aussi, puis c'est des gars qui ont toujours été proches de la loi, sauf que les juges d'aujourd'hui, moi, je l'ai constaté à un moment donné, là, les juges d'aujourd'hui, c'est des gens qui sont nommés par la politique. À un moment donné, ils étaient nommés par la politique, on avait l'impression qu'il y avait une séparation pareille entre le politique puis le monde, soit civil ou criminel. Mais là, à cette heure, les juges, on l'a vu pendant la COVID, les juges, si vous ne pensez pas que les juges vont vous donner un break sur l'histoire qui vient d'arriver là, qui est liberticide à mort, les juges vont livrer ce que les politiciens veulent. C'est la société dans laquelle on est. Peut-être ça parle même des années 70. Peut-être que les juges avaient vraiment assez de courage, puis assez de caractère, puis assez de front de cochon pour dire, regarde, j'ai été nommé par le parti, mais c'est pas grave, on va leur virer dans mes shorts. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, c'est pour ça que la nuance que la virgule que je ferais à ce que tu viens de dire, c'est juste que on savait que la loi 21 pouvait être contestée devant les tribunaux, alors que la loi 21 puis la loi 96, tu peux utiliser la clause dérogatoire pour dire, pour un temps limité, on limite pour une période de 5 ans, puis c'est revoté aux 5 ans, on va limiter des articles de la Charte des droits et libertés, puis c'est la liberté de conscience, liberté de culte, tout ça. Ça, si tu peux le faire légalement, la liberté de circulation au Canada, là, le fait que moi, je peux aller vivre en Ontario, là, tu peux pas m'empêcher ça. Legault, il se promenait hier en disant on va utiliser la clause dérogatoire. On s'en parle. Y a-tu quelqu'un qui peut lui dire que c'est même pas légal ce qu'il dit?
Je sais. C'est écrit dans la charte. C'est écrit dans la charte. La clause dérogatoire ne s'applique pas à l'article 6 qui dit qu'au Canada, tu peux aller vivre où tu veux. Il n'y a aucun gouvernement qui peut t'empêcher de faire ça. Mais comment ils vont faire? Eux autres, ils disent, si tu sors de l'école en médecine, tu décides d'aller vivre en Ontario parce que, je sais pas, si ton chum est dans l'armée, puis toi, tu t'en vas suivre à Trenton, tu t'en vas médecin en Ontario, on va te faire une amende de 100 000 pour ça. C'est illégal, ce truc-là. Oui, c'est de la folie, de la pure folie. De la pure folie, mais c'est tout basé en plus sur du mensonge. Quand tu regardes, l'histoire, on est rendu à 600-700 000 pour supposer. Si on est rendu à 600-700 000, former un médecin de famille. Ça ne marche pas, ça. Faut calisser le système d'éducation et universitaire à terre. Mais je crois pas. Non. La moyenne américaine, c'est 238 000. On dit que les États-Unis d'Amérique, c'est un des systèmes d'éducation les plus dispendieux. Nous autres, on dit qu'on a un des systèmes les moins dispendieux. Ben, on parle surtout des frais que les usagers paient, mais même au niveau de l'administration, puis des programmes, etc., on est supposément meilleur que tout le monde. Chris, c'est 238 000 en moyenne dans le secteur privé des universités ou public, en moyenne 238 000 formés un médecin et 600-700 000 au Québec. Soit qu'on est des estimes menteurs ou on est des méchants de pioches, puis il y a du monde qui nous faut quelque part. Là. Oui, puis ça dépend, c'est comment ils ont fait leurs études ou leur analyse, plutôt parce que ça ne doit pas être une étude. Mais, tu sais, je veux dire, la journée que tu as un médecin résident, si tu considères qu'il est encore en formation, puis ce que tu dépenses pour lui, ça fait partie de ses coûts de formation, ça ne marche pas. Là, ben non, parce que le gars, il est en train de te donner des services sur le plancher. Il fait un job, là. Et whatever, que ce soit 200 ou 700, ça change strictement rien. Il y a une chose qui est sûre. C'est un fait. Il y a des éléments qui sont vrais dans ce projet de loi-là ou dans la présentation du projet de loi. Est-ce que c'est normal qu'un médecin paie des frais de scolarité complètement ridicules, étant donné la carrière qu'il va avoir plus tard? La réponse est non. Il devrait payer plus cher. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les ingénieurs, c'est vrai pour les pharmaciens, c'est vrai pour les actuaires, c'est vrai pour toutes les professions libérales qui t'amènent à des très, très bons salaires. C'est pas normal que tes frais de scolarité soient infiniment petits. Mais j'ai juste une question. C'est vrai aussi pour l'anthropologie, la psychologie. Oui, mais est-ce que le système que tu me dis, est-ce que ça baisse mes impôts? Ben écoute, normalement, ça devrait. Normalement. Non, ils vont charger 5 000 de plus à celui par année, à celui qui va être médecin. On n'aura pas de baisse des impôts. C'est ça qui me fait chier. Puis moi, à l'inverse de toi, tu viens de le dire à la fin, moi, à l'inverse, là, c'est le contraire que je ferais. Toutes les hosties de cours inutiles, je les chargerais le gros prix, tabarnak, pas qu'il y a. Tout ce qu'on a besoin. On a-tu besoin de médecins? Hein, Chris, ça te coûtait 2 000 par année, ça ne coûtera plus rien. Moi, même, tu as donné 10 000 par année que tu sois médecin. Ouais, mais toutes les hosties d'anthropologues, puis les patentes de communication, puis les histoires d'historiens, puis tout ce que tu veux, ça va être 25 000 par année. Si tu veux rien faire dans ta vie, parfait, mais tu vas payer ton éducation. Moi, j'irai à l'envers. C'est l'autre hypocrisie, ça. On nous dit, il manque de médecins, manque de médecins, manque de médecins. Man, t'es tout en train contingenté à mort. Ben, c'est ça. Tu es en train de me parler d'un cours contingenté. C'est qui contingente? C'est toi? Ben, Chris, ouvre les valves. Tu sais, je veux dire, on n'a pas ouvert les valves alors qu'on avait on remplace des médecins de famille qui avaient des tendances à travailler 60, 65, 70 heures semaine parce qu'il y avait des pensions à 4 madames à payer dans le passé parce qu'il s'est divorcé 3 fois. Là, on remplace ces médecins-là par des jeunes femmes qui veulent avoir une vie familiale puis travailler 30-35 heures semaine peut-être. Vous comprenez que pour me remplacer Puis t'as des gars qui veulent faire du vélo aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour remplacer 2 médecins classiques qu'on avait à l'époque, ça prend au moins 3 médecins aujourd'hui, peut-être 4. Oui. Tu sais, je veux dire, puis est-ce que je peux leur en vouloir? Écoute, tu gagnes 250 000 par année, le gouvernement commence à te taxer comme un cochon avec ses taxes à 53 %. Tu n'as absolument aucun incitatif à gagner plus que 250 000 par année. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que c'est normal que les gens qui font partie de ce système-là se disent, moi, d'un coup, j'ai fait mon 250, je vais dire, ben franchement, le reste, je m'en sac un peu. Oui, ben, je suis d'accord avec ça. Oui. Fait que les gens ont diminué, les médecins ont diminué leur nombre d'heures de travail, principalement parce que le salaire, est élevé, mais les impôts aussi sont extrêmement élevés, dépassant un certain seuil. Ah, mais ils ont le droit de s'incorporer. On les a enlevés d'une certaine façon le droit de s'incorporer. À l'époque, sous Philippe Couillard, on a dit à un médecin, si tu n'as pas 5 000 heures travaillées dans ta compagnie, tu vas avoir le gros taux d'imposition sur les dividendes. En tout cas, tous les gros avantages d'incorporation sont disparus en fumée. Grosso modo. Ouais. Fait qu'à un moment donné, les médecins sont là. Ben écoute, moi, là, tant qu'à arriver puis me faire chier, puis tu sais,
c'est un peu déprimant comme job, on va se le dire. Tu travailles pas avec des gens de bonne humeur, là. Tu travailles avec des gens malades. Fait qu'à un moment donné, tu as besoin de te changer les idées et tout ça. Fait que travailler 70 heures par semaine, c'était pas sain. Mais en travailler 35, c'est ça qu'ils préfèrent aujourd'hui. Mais on n'a jamais ajusté vraiment le contingentement. On continue à contingenter ça comme des pas propres. Puis la raison pourquoi c'est contingenté, c'est que le gouvernement, il nous ment en pleine face, il n'en veut pas plus de médecins. Voilà. Parce que avec le mode de rémunération à l'acte qu'on a, la journée que tu ajoutes des médecins dans le système, systématiquement, tu augmentes les coûts. Tu réduis les listes d'attente, ce que les gens veulent, mais en baissant les listes d'attente, tu augmentes tes coûts. Le gouvernement veut pas ça. Il est dans le trou, Stifi. Le gouvernement, Jerry l'a dit depuis toujours, Jerry dit, le gouvernement veut pas te soigner. Puis le gouvernement veut même pas que les médecins fassent plus d'heures non plus. Là. Mais non. Mais explique-moi. Sérieusement, là, c'est parce que pour de vrai, là, on parle de quoi, là? Au Québec, là, il y a 10 526 médecins de famille et il y a à peu près 12 000 médecins spécialistes de toutes les autres affaires. Il y a 641 médecins au privé. All fake, cette affaire. On peut-tu arrêter de niaiser, là, sacrément? Là? C'est quoi ce niaisage-là? Là? 641 médecins au privé, puis c'est ça qui met le système à terre? Non, sur au-dessus de 20 000 médecins? C'est un écran de fumée. C'est pas ça. Et même leur calcul est bizarre. Là, ils parlent de. J'ai essayé de fouiller, j'ai vu qu'il y avait. J'ai pas vu tous les médecins, là, mais médecin familial, c'est à peu près 450 nouveaux médecins par année formés par le système d'éducation. Puis là, ils nous disent que. Il y en a 50 qui vont au privé. Ouais, il y en a 50 qui vont au privé. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. C'est un écran de fumée pour montrer qu'ils font quelque chose. Les gouvernements, systématiquement en santé, ne font qu'essayer de démontrer à la population qu'ils font leur gros possible. C'est ça tout le temps. Ouais, mais pourquoi le monde est pour ça? Pourquoi le monde est jaloux des médecins? Pourquoi le monde est pour ça alors que c'est un droit à un moment donné qui risque de le péter d'en face? Je comprends qu'on les a pratiqués pendant la COVID. Je comprends que là, ils sont comme bien avec ça, là. Mais Chris, à un moment donné, ça va être leur tour. Moi, le couvre-feu, ça ne me dérange pas. À 8 heures, je suis couché. Je suis couché, moi, à 8 heures. Mais le Québécois lambda, le Québécois lambda n'aime pas les riches, déteste l'argent, trouve que l'argent est un sujet tabou, veut pas en parler, puis est un peu jaloux en dedans de lui. On a toujours été fondamentalement jaloux, mais pas toute la population, une partie de la population. Le fuck, c'est que présentement, ça donne que c'est l'électorat de la CAQ qui agit comme ça. L'électorat de la CAQ est fondamentalement jaloux. L'électorat de la CAQ, il est âgé, il est plus dans la population active, que les autres payent des impôts. Ils s'en sacent. Eux autres, c'est des récipiendaires présentement des taxes et des impôts. Ils n'en paient plus. En fait, ils en paient quand ils sortent leur REER, mais je veux dire, c'est une fatalité, cette affaire-là. Ils ne travaillent plus. Leur population qui vote pour eux est d'accord avec ça par jalousie. Mais à un moment donné, comme politicien, tu devrais te restreindre à utiliser ces mauvais sentiments-là dans la population. Tu essaies de te maintenir au pouvoir, tu essaies de gagner en popularité en jouant sur les affaires qui sont laides à l'intérieur des individus. Puis ça me lève le cœur. Oui. Ce qui est encore plus insultant avec la CAQ, c'est que la liste, ça commence à être vraiment longue des lois liberticides. On parle du travail pour les enfants de 13 ans. On parle de la loi 96. On parle de la loi sur les expropriations. On parle de la loi pour les médecins. C'est une flopée infinie d'interdictions, une par-dessus l'autre. Mais ce qui est insultant, c'est que cette CAQ-là a gagné en popularité de 2012 à 2018 en séduisant une population qui était pour la liberté individuelle. Parce qu'avec la mort de l'ADQ, avec l'émergence de la CAQ, le fait que le réseau Liberté Québec disparaissait, tout ce qu'on a construit depuis le début des années 90, à droite du centre, Jeff, là, ce que toi t'as contribué, évidemment, ce que Joanne Marcotte a contribué, ce que l'Institut économique de Montréal a contribué, ce que la gang de Pierre Lemieux, Éric Duhem, puis toute la gang de libertariens qui se réunissaient dans un appartement à Montréal ont réussi à construire en 30 ans. Ces hosties-là sont venus prendre cette population-là, ce 15%, ce 17% de population-là qui espère avoir plus de liberté au Québec, sont venus les séduire, sont venus chercher leur vote, ils ont initié leur vague dans la région de Québec, puis éventuellement, ils ont réussi à prendre le gouvernement d'abord et avant tout grâce à cette population-là qui adore la liberté, puis ils nous font ça, ces hosties-là. Moi, ça me fait capoter. C'est de l'usurpation d'identité, ce qu'ils ont fait. Ouais. Ils nous ont présenté quelque chose qu'ils ne sont pas. Et ils ont pris les votes que les gens, ça a pris 30 ans à construire. Des gens qui aiment la liberté au Québec. Explique-moi pourquoi on n'est pas nombreux. Pourquoi sur, si mettons, je vois sur les réseaux sociaux, je vois sur Facebook, je vois rien.
Je vois sur X un peu toujours les mêmes. Toi, Joanne Marcotte, toujours les mêmes. J'ai vu Jim ce matin qui s'occupe de faire les films pour Eric. Toujours les mêmes ou à peu près. On est très, très, très peu nombreux. La majorité applaudissent. La gauche applaudit. C'est quoi le problème de la gauche avec les calices de choix individuels et la liberté? On va-tu finir par comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Moi, je pensais que les plus grands défenseurs de la liberté dans une société, c'était justement les gens de gauche. Parce que, pour tout ce qu'ils représentent, c'est incroyable comment ces gens-là veulent enlever à tous les jours des droits à quelqu'un. C'est fucking crazy. Ouais. Ça me lève le cœur. Eux autres, la liberté, c'est important, mais juste chez le voisin. T'sais, aux États-Unis, c'est bien, bien important de conserver la liberté des gens puis de faire attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui abuserait du pouvoir. Oui, mais Chris, ils parlent de l'avortement à tour de bras. Il faut qu'ils gardent leur choix, leurs droits, etc. Ben, Chris, tu te vires de bord puis t'applaudis quand quelqu'un perd un droit, mais tu t'inquiètes pour celui de la femme style au Missouri, je vois le vert. Non, c'est exactement ça mon point. C'est soit de l'hypocrisie, soit de l'imbécilité. Mais... Je t'en vais le deuxième. Moi. Non, c'est pire que ça. C'est des estimes méchants. C'est du monde méchant. Oui, c'est du monde méchant. Puis il y a tout un dogme qu'on a créé que l'État est bon au Québec. Tout l'étatisme vient du fait la Révolution tranquille, ça a été bon pour le Québec, ça nous a permis de nous sortir de la misère, tout ça. Tu sais, quand Vincent Gelozo publie son livre là, sur la Révolution tranquille, pour montrer que tout ça, c'est un mythe, que l'émergence du Québec a commencé bien avant 1960, bien avant l'État-providence, puis quand, au contraire, l'État-providence est venu ralentir l'émergence des Québécois dans la population canadienne, tu réalises assez rapidement, tu dis « Wow, on se fait compter des affaires incroyables dans notre système d'éducation, dans nos médias, nos politicos qui ont une nostalgie du passé tout simplement incroyable. Hey, René Lévesque était donc ben bon, puis Jean Lesage, c'est un dieu, puis en way go. » À un moment donné, tu es là, tu dis « Tant que ce dogme-là, on n'est pas capable de le percer, on est juste... On est pogné dans notre plafond de verre qui est autour entre 15 et 20 %. Mais ça reste que, Jeff, par rapport aux années 90, il n'existait pas ce 15 %-là de gens qui aimaient la liberté. Il était 15 dans un appartement à Montréal. On a fait des pas de géants, mais à cause de la CAQ, ça fait 6 ans qu'on stagne. On stagne à cause de la CAQ. Ils sont venus voler notre projet, ils ont usurpé l'identité de gens qui aimaient la liberté pour se faire élire. Puis, tout le projet ralentit à cause d'eux. Normalement, là, avec la CAQ, si, mettons, la CAQ avait été vraiment ce qu'il promettait d'être, on n'aurait jamais eu besoin du Parti conservateur du Québec. Non. On n'aurait jamais eu besoin de ça, là. Non. Il faut rendons à César ce qui est à César. Il n'y a pas tant de gens que ça qui, dès le départ, l'avaient saisi. Ce que Legault, c'était un péquiste qui faisait qui avait juste changé ses idées un peu pour faire un sparage. Duhem l'avait vu. Je parle des gens politiques. Là. Je parle pas des gens qui nous écoutent ou bien nous autres. Je parle des gens qui étaient dans le monde politique. Tu peux retrouver des interventions de Duhem de l'époque avec Mario Dumont dans le temps. Les deux avaient un pinch, c'était le Movember. Là, puis tu vois des vieux clips de ça en brun et blanc sur YouTube. Là. Puis il disait « Ouais, c'est pas fort, c'est un péquiste, celui-là. » Puis t'as Adrien Pouliot, qui a déjà raconté l'histoire, je pense même sur tes ondes, Jeff, qui disait « Moi, je l'ai rencontré François Legault, en quoi? 2011, chez eux, dans son manoir. Puis il a posé la question sur une couple de sujets. Puis il dit, je me suis levé, une année, je suis parti. Puis je dis, ce gars-là, c'est un Christ de péquiste. Oui, exact. Ouais, c'est des affaires de base, de droite. Puis il a pas réussi à passer le test sur aucun des points. Là. Moi, j'ai voté CAQ 2018. Puis pas moi, Calice, j'en suis fier. J'ai jamais voté CAQ. Mais on n'est pas nombreux. Est-ce qu'on n'est pas nombreux? Mais Grèce, je suis de cette famille-là. Puis je suis très, très fier. Mais tu te sens floué énormément quand tu l'as fait. Puis il y a beaucoup de tes auditeurs qui l'ont fait. Il y a beaucoup des auditeurs de notre côté qui l'ont fait. Puis la raison pourquoi tu te sens floué, c'est que tu sais, moi, j'avais des gens que je connaissais à l'intérieur de la CAQ, puis je savais que ces gens-là aimaient la liberté, ou du moins, je pensais qu'ils aimaient la liberté. Tu penses que ces gens-là vont avoir une influence sur le parti. Tu dis François Legault, oui, c'est François Legault. Oui, c'est un péquiste, mais tu dis, il y a d'autres personnes à l'intérieur de ce parti-là, il y a des gens qui vont tirer ça du bon bord. Il y a même des gens très bien placés à côté de François Leduc, des gens comme Guillaume Simard-Leduc, fondateur du réseau Liberté Québec, qui est placé juste à côté de lui. Ces gens-là vont garder le monsieur dans le bon sens. Ils vont lui rappeler qu'il a réussi à prendre le gouvernement grâce à l'étincelle qui est partie de la région de Québec, le discours pro-liberté, le discours responsabilité individuelle, l'exploitation de nos ressources. Imagine, le gars qui nous dit il faut exploiter nos ressources avec le projet Saint-Laurent, ça en va
passer le projet de loi qui interdit l'exploitation du gaz naturel au Québec. C'est crazy, c'est crazy. C'est pire que pas... Tu sais, je veux dire, Jean Charest a proposé la réingénierie de l'État, puis à cette époque-là, il y a plein de monde qui sont tombés dans le panneau. Il y a plein d'adéquistes qui disent, je vais peut-être voter pour le Parti libéral finalement. Il dit la même chose que le petit Dumont. Il a plus d'expérience, puis en plus, il va pouvoir contrer la souveraineté de Bernard Landry. Je vais voter Jean Charest avec la réingénierie de l'État. On peut reprocher beaucoup de choses à Jean Charest, notamment de ne pas avoir fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais on peut pas lui reprocher d'avoir fait exactement le contraire de ce qu'il disait. Le fuck avec François Legault, c'est qu'il fait systématiquement le contraire de ce pourquoi il a été élu en 2018. De toute l'histoire de la politique, c'est le plus bullshitter, le plus menteur qu'on a jamais vu. La vidéo de cette semaine qui a circulé là, quand il parle au Saguenay de l'histoire du... Je comprends là, qu'il parle de quasiment posséder une compagnie de pétrole, là, pétrole qu'on n'a pas, là, mais on pourrait même le même discours sur le gaz qu'il y a eu aussi. Là. Chris, puis tu réécoutes ça, tu dis, c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Il est où ce gars-là? Il est Chris... ce gars-là, il vous a fourré. Il a dit les mots qu'il fallait parce qu'il savait qu'il y a une gang, entre autres, parce que ça lève toujours de la région de Québec, un parti politique. Il fallait s'occuper de la gang de Québec pour une fois que la gang de Québec embarque, après ça, on est capable d'aller à l'étape numéro 2, d'embarquer tout le monde. C'est ça qui est arrivé. Chris, la bullshit, le gars nous a fourré bord en bord. Voilà pour Yann et Frank, version gratis pour les cheap. Vous êtes salués, les amis, on vous adore. Plus de Yann et Frank dans la version Prime, bien sûr.